Alors ici, ça ne va pas être de l'inattendu ni du lâcher-prise. Parce que si on veut que Laudato Si pour vous devienne non plus un livre qui est rangé sur la 3e planche de l'étagère en haut à gauche de votre bureau, il faut qu'on puisse vous montrer ici que c'est possible de le vivre dans nos établissements. Donc, la manière dont ça va se passer maintenant, c'est qu'on va vous passer une petite vidéo qui dure 4 minutes et qui est la bande-annonce des outils que la pastorale scolaire Bruxelles-Brabant-Wallon va mettre à votre disposition et dont nous allons parler par la suite, pour un peu découvrir cette écologie intégrale dont parle Laudato Si. Ce matin, c'est vrai qu'on a parlé du climat, on a parlé d'économie, on a parlé de politique, on a parlé d'éducation, mais dans l'écologie intégrale, il y a aussi autre chose. Il y a le sens, il y a la justice sociale, enfin, il y a d'autres choses. Et donc, en tout cas, par cet outil, ça nous propose de découvrir l'écologie intégrale en différentes strates. Et une fois que l'on aura vu la vidéo, eh bien, chacun ici, en fait, va répondre en quelque sorte, de manière concrète, à ce que le pape vient de lancer, qui est la plateforme des actions de Laudato Si. Donc, Laudato Si lancé en 2015, puis l'année dernière, c'était l'année Laudato Si, et puis, de fait, si on ne veut pas que Laudato Si reste sur l'étagère, il faut la faire vivre. Et donc, le pape a mis en place, en fait, cette plateforme d'action pour 7 ans. Elena aime le chiffre 3, le pape aime le chiffre 7. 3 x 7, 21. Donc on s'y retrouvera, il y a moyen en tout cas d'avoir un multiple commun. Et donc cet axe, et donc ici nos intervenants, en fait, de par leur expérience, vont répondre à la clameur de la terre, à la clameur des pauvres, à l'économie, etc. Et donc c'est ce que nous allons faire par la suite dans la deuxième partie donc, de ce moment. Donc si on peut lancer la vidéo en régie, ça fait quand même cool de dire ça, vous trouvez pas? Enfin voilà. Et voilà, ça commence. Ce qui nous arrive, c'est énorme. Qui que tu sois, toi, qui écoutes ces capsules, tu es concerné. La situation de crise est liée à l'identification de certaines limites environnementales qui sont dépassées ou en voie de l'être et du coup nous mettent en danger. Ce n'est pas un problème d'experts, de riches, de blancs ou encore de bobos. C'est une gigantesque crise planétaire qui touche progressivement de plus en plus de monde, en particulier les plus vulnérables, les plus pauvres, le Sud, les femmes, et qui nous touchera nous demain. La Terre ne peut plus soutenir la façon dont se développent les activités humaines. Avec ces capsules vidéo, ce qu'on voudrait, c'est vous donner une vision intégrative, une vision qui permette de penser le problème dans sa globalité. Pour moi, c'est en cela que consiste l'écologie intégrale, relier les problèmes et donc les enjeux et les actions. Pour y arriver, il nous faut des modèles simples et complexes à la fois. La métaphore utilisée pour le visuel est celle des strates géologiques, qui permet de comprendre les enjeux de la transition en faisant dialoguer différents niveaux d'analyse. Comme des géologues, nous allons en quelque sorte creuser le sol de notre culture pour y découvrir les enjeux que recèle chacune des strates qui le composent. Les 5 strates identifiées correspondent à 5 manières d'aborder la transition écologique, de la comprendre et de s'y engager. Certaines strates sont plus évidentes et médiatisées, comme les enjeux techniques et comportementaux. Toute activité nécessite de l'énergie, d'où l'importance de la transition énergétique. Or, notre système il est principalement basé sur les énergies fossiles. Sans changement de comportement, l'équation semble impossible à résoudre. Ça, c'est vraiment le cœur de nombreuses initiatives de transition, avec l'idée d'agir ici et maintenant, de là où on est et dans la mesure des moyens qui sont à notre disposition. D'autres strates sont plus implicites, comme les rouages économiques et politiques. En remettant en question la croissance et le PIB comme mesure de notre prospérité, on est invité à reconsidérer beaucoup plus fondamentalement les finalités de notre société. Qu'est-ce qu'on cherche au final? Pourquoi cette logique du toujours plus? Qu'est-ce que la prospérité? Qu'est-ce que le progrès? D'autres enjeux encore sont plus profondément enfouis, comme les enjeux philosophiques, sans parler des questions de sens. Pour sortir de cette crise, il nous faut impérativement transformer notre relation à la nature, nous relier à nouveau au vivant et réapprendre à percevoir la valeur du non-humain. La crise écologique nous invite à une mutation personnelle et collective. L'écologie extérieure doit être complétée par une écologie intérieure. Une écopsychologie d'abord et plus profondément
une éco-spiritualité. Avec la pastorale scolaire qui coordonne ces vidéos, il nous apparaît que l'urgence écologique peut mener à un renouvellement de notre foi et de nos engagements, et qu'à l'inverse, l'intégration d'une dimension spirituelle dans les questions écologiques est susceptible de donner souffle et profondeur à l'engagement écologique. C'est parce que tout est lié qu'il faut une approche globale, intégrale, intégrative. Alors voilà une bande-annonce bien dynamique, donc voilà, pour vous donner l'envie d'aller voir plus loin. Donc vous aurez soit dans votre portfolio informatique, soit par la suite, en fait, le lien exact pour aller visualiser ces vidéos, ainsi que le Padlet. Est-ce qu'en régie, on peut aussi mettre les 7... Voilà, magnifique. Donc voilà, l'OSAD aussi en 7 objectifs. Bernard, ben voilà, au nom de la pastorale scolaire, hein, je vais donc te donner la parole. Voilà, ici, vous avez mis sur pied, vous avez fait un travail de titan, un contenu extraordinaire et costaud qui pourra non pas nous permettre de lâcher prise, mais nous permettre de nous former, d'intégrer pour après peut-être lâcher prise. Est-ce que, à partir des vidéos et à partir du travail et d'exemples dont tu as vent, qui se sont faits dans les différents établissements, qu'ils soient primaires ou secondaires, eh bien peut-être traverser l'une ou l'autre des réponses qui se trouvent derrière nous. Oui, donc il y a deux aspects. Je pense que les 7 capsules vidéo qui ont été réalisées, et c'est vraiment l'équipe de Bruxelles-Brabant-Wallon qui a porté le projet, et je les félicite pour le temps aussi et d'avoir conçu tout cela. Et donc effectivement, tout d'abord peut-être une petite parenthèse par rapport à 2 outils. Après je viendrai sur des réalisations en école, mais donc deux outils intéressants à connaître. Tout d'abord, parce que pour parler aussi du fondamental, il y a un outil réalisé depuis 2009 qui s'appelle Pastophile, Pastofet, que beaucoup connaissent sans doute parmi vous, réalisé par des diocèses du Hauts-de-France, Lille, Arras-Cambrai, par Tournai, Luxembourg aussi. Et justement, l'année qui vient traite de l'écologie intégrale. C'est toute une façon de proposer aux 800 établissements maternels, primaires, c'est aussi pour le secondaire premier degré, ça convient très bien, et également pour le spécialisé. Il y a là des pistes de réflexion et des animations très concrètes proposées au fil de l'année autour des questions qui nous ont préoccupés aujourd'hui. Donc c'est accessible sur le site de la pastorale scolaire du fondamental de Tournai, et n'hésitez pas à contacter les conseillers pédagogiques, les animateurs en pastoral de vos diocèses respectifs. Et alors, tu as évoqué le Padlet, donc vous connaissez peut-être cet outil collaboratif qui peut servir déjà pour plein de choses, mais il y a un Padlet autour de l'écologie intégrale. On parlait tout à l'heure, ce matin, de la nécessité d'aller s'inspirer de ce qui se vit à tel ou tel endroit, de trouver des réflexions de fond, de trouver même des supports vidéo, des chansons qui permettent de lancer le débat, de lancer la réflexion avec des élèves, entre professeurs, au sein de l'école. Eh bien là, c'est une vraie bibliothèque qui regorge de ressources. Alors, je ne pense pas effectivement que pour le moment, elle soit dans votre portfolio numérique, virtuel, mais là aussi, n'hésitez pas à contacter, c'est pour ça aussi qu'on est là, vos animateurs en pastoral qui pourront vous donner le lien vers ce Padlet plus tard, sur lequel se trouveront aussi les 7 capsules vidéo. Voilà.
j'ai terminé cette petite parenthèse, mais alors par rapport au projet des objectifs, c'est très compliqué. C'est vrai qu'il y a des tas d'expériences en école qui nous reviennent. Je vais simplement peut-être pointer 2-3 idées, parce que sinon ça serait trop long et ça serait trop fastidieux. Mais par rapport à ce que, je crois que c'est Benoît Galland qui en parlait tout à l'heure, ce qui est important, c'est le lien avec... Ah non, c'était Christophe, dans le panel précédent, qui, au nom de la cellule environnement, disait qu'il y a des propositions au niveau des provinces, au niveau des régions, et qui sont prêtes à accompagner les écoles. On ne doit pas tout inventer. Et ça permet un réel partenariat. Je pense notamment à BIWAP, Wallonie plus propre, il y a des écoles qui participent, et je vois là, parce qu'on voyait zéro déchet, on voyait aussi le tri, avec les monster tri qu'on peut mettre sur les poubelles, et ça dès le maternel. Il y a ici une école de Lange, une petite école maternelle qui s'est lancée dans nature et biodiversité, et alors ces projets sont accompagnés. Il y a comme ça au Luxembourg, d'abord il y a eu les Benjamins de l'environnement, c'était pour le primaire, et maintenant ce sont les Poussins de l'environnement, c'est tout mignon, pour le maternel, et qui permet de... On le disait aussi, c'est vrai que ceux-là seront adultes plus tard, mais c'est aussi toute une sensibilisation. C'est un nouveau regard et qu'on peut proposer dès le plus jeune âge par des petites choses tout simples. Alors on pourrait dire c'est tout petit, ce sont des petits pas, mais c'est aussi sur le long terme. Tout à l'heure, Elena, tu donnais les 3 idées avec l'autonomie, le lâcher prise, et alors moi, je pensais aussi à accepter la patience du temps. Parce qu'on est dans l'immédiateté, on voudrait du résultat tout de suite, on voudrait que les choses changent rapidement, c'est pas possible. Et on le voit bien, d'ailleurs, on l'a dit, le climat, on va subir les conséquences, il va encore monter. Et on pourrait se dire, mais ça sert à rien, ce qu'on fait, puisque la température augmente encore. Sauf que le processus à long terme peut tout doucement s'inverser. Et donc, il faut accepter patiemment que le projet dans une école, c'est pas en une année qu'on change une mentalité collective, qu'on crée une dynamique. Et ça, c'est essentiel. Il faut vraiment tenir bon et s'encourager là-dessus, parce que c'est ça qui... Notre patience est souvent mise à l'épreuve, mais c'est fondamental. Et donc, voilà pourquoi dans le maternel, alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vois plus les objectifs là, mais... Ils sont là. La mobilité, par exemple, je voyais... le transport, c'est adaptation de mode de vie durable. Je pense à une école de Namur, l'Institut Saint-Louis, c'est vraiment au cœur de la ville, qui depuis longtemps essaye de promouvoir le vélo, à imaginer une journée mobilité comme cela, où il y avait les élèves étaient encouragés à venir en vélo à l'école, et il y avait à un moment donné un professeur qui regroupait un certain nombre de cyclistes, c'était sur inscription pour repérer ceux qui étaient là et voir si tout le monde est bien là, et puis de rejoindre l'école en réapprenant, enfin voilà, on peut espérer que ça soit mis en place avant le code de la route, mais et puis maintenant ils continuent dans ce projet en faisant des abris vélos, de vraiment mobiliser l'organisation de l'école pour encourager cette mobilité douce. Ça, c'est un type de projet, et je pourrais... Enfin, voilà. J'ai du mal... Ah oui, peut-être une dernière quand même, à propos de l'écologie spirituelle. La sobriété, le changement de rythme, c'est d'ailleurs vrai dans les camps, mouvement de jeunesse, il y en a encore eu, que ce soit Patro Guide ou Scout ou d'autres encore. On apprend à vivre avec pas grand-chose au cœur de la nature. Et là, on lâche prise. Là, on n'a plus tout son confort. D'ailleurs, on dit, allez, vos GSM, vos smartphones sur le côté, peut-être le soir... pour quand même avoir un petit message, parce que sinon il y en a qui n'en sortiraient plus. Mais enfin, la journée, c'est sans, et les jeunes sont étonnés de dire mais j'ai pu vivre sans, et ça m'a permis de parler autrement, de rencontrer les autres autrement. Et les retraites notamment, c'est souvent un moment de prise de conscience. Je pense à un lieu sur Bruxelles, qui est le Centre autonome de la justice, à Rode-Saint-Genèse, qui est au bord de la forêt de Soigne, c'est un emplacement magnifique, et des classes vont parfois faire une journée en forêt, une marche, avec des espaces de silence, une marche empathique où ils sont 2 par 2, et puis rien que pour certains c'est une expérience nouvelle d'être relié à la nature. Et donc il y a toute une animation qui peut être proposée à ce niveau-là, et qui
qui éveillent à d'autres dimensions et qui sont un véritable éveil spirituel, je pense. Et souvent, d'ailleurs, je me souviens d'une réflexion d'élèves à la fin de l'année quand ils disaient « Qu'est-ce que tu retiens de ta réto ?» Parce qu'il y avait plein de choses, il y avait le voyage, il y avait la fête des rétos, il y avait des événements. Souvent une année, malheureusement pas ces 2 dernières années Covid, mais les autres années c'était quand même, et on va essayer de renouer avec cela, une année marquante. Eh bien, ils disaient certains, c'est la retraite. C'est la retraite scolaire qu'on a pu vivre et qui m'a ouvert des perspectives. Merci bien Emmanuel, tu nous disais, oui, chez nous, il y a plein de choses, et en fait, je me rends compte qu'on parcourt quand même les 7 réponses, les 7 objectifs du pape, mais tu nous disais aussi en toute humilité. Mais oui, en toute humilité, quand j'entendais tout à l'heure les intervenants, on se sent tout petit, nous, en établissement scolaire, par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Ce qui est important, je pense, si je rebondis un petit peu sur ce que Bernard dit, c'est il faut s'entourer, il ne faut pas rester seul. Et donc l'école doit s'ouvrir sur le monde et doit ouvrir ses portes et faire rentrer le monde aussi à l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement important et c'est essentiel pour nous pour que les projets soient réellement des projets durables et en toute cohérence et en toute honnêteté intellectuelle aussi. Donc si je prends l'exemple de notre établissement, donc on a été labellisé école durable et école plus propre. Ce sont 2 labellisations, donc école durable, c'est ce qu'on appelait par le passé l'agenda 21 scolaire, donc qui rejoint les 17 objectifs de développement durable dont on a parlé tout à l'heure. C'est un cahier de charges assez costaud, à remplir, mais avec un soutien de l'extérieur et un accompagnement. Et donc ça, c'est très important parce qu'en même temps, ça nous aide, on voit vers où il faut aller, vers quoi on peut passer. Et école plus propre, là, on est plus sur la dimension, je ne sais plus quel numéro c'est, mais sur le tri des déchets, sur tout ce qui est recyclage et sur toute cette réflexion par rapport à ça. Donc voilà, on vient d'être labellisé. Maintenant, ça reste complexe. Ça reste complexe de trier les déchets en école avec 4 poubelles différentes. Où est-ce que je dois mettre ceci, où est-ce que je dois mettre cela? Ça reste difficile. Donc c'est un travail vraiment au quotidien qu'il faut voilà, il faut répéter les choses. Maintenant, on le fait avec les jeunes. On ne le fait pas pour eux. On ne le décide pas pour eux, on a une éco-team et on navigue vraiment en toute démocratie, et ça je pense que c'est vraiment la clé. On navigue en fonction de leurs demandes, de leur sensibilité, et si on ne fait pas ça, à un moment donné on se heurte voilà, à des murs. Donc il faut faire les choses aussi quand les jeunes sont prêts de le faire. Souvent ils sont plus près que nous adultes. Si je peux donner un exemple, on va devoir retravailler notre règlement d'ordre intérieur par rapport, par exemple, aux tenues vestimentaires. Ça a l'air de rien, mais chez nous, ça pose problème. Et donc, début de l'année dernière, c'est une élève de 3e qu'on m'amène, les éducateurs me l'amènent, qui est habillée un peu légèrement. Et donc les éducateurs disent « tu as une tenue inappropriée ». Et donc qu'est-ce qui est indiqué dans le règlement d'ordre intérieur? Il faut avoir une tenue appropriée pour venir à l'école, décente, etc. Ça veut dire quoi au juste? Et les jeunes, ils veulent justement une certaine honnêteté, ils veulent du concret. Pourquoi est-ce que ma tenue, elle n'est pas appropriée? Et donc, nous, ce qu'on a décidé... Alors, on pourrait dire, non, moi je décide que ta tenue n'est pas appropriée. En tant que directrice, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une tenue appropriée. Voilà, c'est une voie. Une autre voie, c'est de dire, OK, on n'a pas du tout la même vision des choses, donc on va retravailler ça ensemble. Et donc, cette année-ci, on a créé une animation avec les éducateurs. Je vais revenir aussi sur cette création d'animation. Donc on a créé une animation avec les éducateurs où on va travailler la tenue vestimentaire. Cette animation, elle s'appelle « Déshabille et moi ».
et on va essayer de trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter à l'école et qu'est-ce qu'on n'accepte pas et pourquoi. Et que vraiment, il y a un réel débat démocratique. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'on fait, ou de ce qu'on essaye de faire. Je dis pas que c'est facile. Alors je reviens sur la création d'animation. Tout à l'heure, Benoît Galland, enfin ça fait vraiment écho, tout ce qu'il a dit, par rapport à la pédagogie et à la didactique. Je pense que là, on a des outils en tant qu'enseignants qui sont extrêmement importants, extrêmement puissants. On ne fait pas de la coopération en improvisant les choses. Il faut que ce soit cadré, que ce soit encadré et que méthodologiquement ce soit pensé. Je suis vraiment une adepte de la méthodologie pensée. Et donc cette animation, elle a été pensée avant de dire on va se réunir ensemble, on va discuter ensemble. On va pas juste discuter ensemble en fait. Donc on va partir de photos de jeunes qui sont qui ont des tenues vestimentaires et chacun va pouvoir dire ça c'est acceptable, ça ne l'est pas, pourquoi. Enfin il y a toute une méthodologie dans l'animation et je pense que là en école c'est quelque chose d'essentiel. Je suis vraiment contente qu'on ait pu aussi entendre parler de pédagogie. Donc il y a la science, on a eu le côté scientifique, les sciences exactes tout à l'heure quelque part, et puis les sciences humaines. Et les sciences humaines nous apportent vraiment des réponses aussi très très intéressantes par rapport à la manière dont on peut faire bouger les choses et bouger les lignes. Voilà. Merci bien. Donc ça peut paraître un peu, un peu éloigné, écologie intégrale, déshabillez-moi, mais non. Non, parce que ça veut dire que les jeunes aussi, on disait tout à l'heure, oui, les jeunes, écoutons-les, ils ont une place. Ok, il y a la méthodologie, c'est cadré, mais ils ont leur place et ils peuvent participer. Et ça fait partie du schéma, en tout cas, me semble-t-il, de cette relation à l'autre, de pouvoir l'entendre et de tisser ces liens. Et donc, je vais peut-être passer chez Amandine. Donc, Elena, prépare-toi, puisque après, toi, de ces exemples, de ces 7 objectifs du pape, il va sans doute falloir peut-être que, pour que nous comprenions tous, que tu bouges peut-être des trous, que tu viennes nous éclairer sur ce que nous n'aurions peut-être pas encore éclairé. D'accord ? Donc prépare-toi. Amandine, peut-être, toi, donc avec ta vision, donc oui, nord-sud, ou peut-être d'autres choses, que peux-tu nous dire pour réponse à ces 7 objectifs qui sont proposés ? Oui, merci. Tout d'abord, donc quand tu m'as proposé l'exercice, j'ai d'abord essayé de réfléchir chaque objectif indépendamment, en essayant de trouver un exemple qui pouvait rentrer dans chaque case, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas possible et que ces objectifs sont indissociables l'un de l'autre. Et donc c'est bien ça qui nous montre que c'est intégral, quoi, et qu'il faut ces 7 pour pouvoir faire un tout. Ce que j'ai particulièrement envie de mettre en avant ici, c'est plutôt en réponse à quelque chose que tu as dit à l'école. Toi, en tant que directrice, ce qui est important pour toi, c'est d'ouvrir les portes au monde. Eh bien, justement, nous, Entrée des Fraternités, mais d'autres organisations de coopération internationale, on est une multitude, ce qui est aussi cohérent et encourageant, c'est qu'on va quand même tous dans la même direction. Ben, nous, ce qu'on a envie, c'est de passer les portes, justement, des écoles pour aller faire de la sensibilisation à cette dimension intégrative qui est aussi expliquée ici. Et donc, on a mis la période du confinement à profit, le premier confinement. Ça permet maintenant, c'est assez dommage, mais le premier confinement, ça permet de se localiser dans le temps. On a mis ce premier confinement à profit en mettant sur pied un tout nouveau module pédagogique sur justement ce concept de transition. Et on a même poussé l'outil un petit peu plus loin qui s'appelle donc Ma maison commune, mon école en transition. Et donc, on veut pousser les portes des écoles pour justement les accompagner dans toute une réflexion de ce qu'il est possible de mettre en place pour faire basculer les choses, pour passer vers autre chose, que ce soit au niveau de l'établissement, d'un accompagnement plus pédagogique, etc. Il me semble que ça a été souligné ce matin, en tout cas, ça a été suggéré dans mon esprit que les enseignants, les enseignantes ne sont pas expertes de tout. On ne peut pas tout connaître et tout savoir, et donc la meilleure manière d'aborder différentes thématiques, et notamment celles qui ont été abordées ce matin, c'est d'ouvrir les portes de l'école à des organisations ou autres.
Et ce module, très concrètement, quand on va l'aborder en classe avec les jeunes, donc il se présente en différentes étapes, où il y a d'abord toute une dimension de justice sociale. Donc là, on est clairement dans la clameur des pauvres, où il y a tout un questionnement sur notre système de fonctionnement au niveau mondial actuel, quelles sont les conséquences, prendre aussi conscience de son rôle de citoyen, de ses impacts, toujours dans cette dimension citoyen du monde. Et donc on propose même de pousser cette thématique parfois très loin. Il y aura notamment le 21 octobre, à titre d'exemple, une grande journée inter-école sur la transition à Bertry, où les jeunes vont être amenés à rêver, à imaginer le monde dans lequel ils voudraient vivre dans 10-15 ans. Donc faire de la transition et donner envie aux jeunes d'être acteurs, de prendre leur pouvoir d'action aussi, c'est leur faire comprendre que c'est possible. Comme ça a été dit aussi avant, j'ai des idées, mais on me donne la place pour les dire, je suis entendue, et donc ça me donne envie de me mettre en action. Tu as parlé aussi des écoles primaires. C'est aussi des initiatives qui peuvent se faire avec les petits du primaire. Ça a été fait l'année dernière, où ils ont fait toute une réflexion sur la transition et par la suite, ils voulaient même aller trouver la direction pour faire une pétition pour que la cantine scolaire soit locale, durable, etc. Et donc, c'est toujours aussi des modules pédagogiques où on accueille et où on va à la rencontre de l'autre. Je pense notamment où les enfants ont rencontré Ariane Charrière, c'est une agricultrice qui a créé une coopérative agricole et qui est venue expliquer l'importance de son travail aux enfants et pourquoi est-ce qu'elle le fait. Des rencontres avec les partenaires du Sud. Là, on est clairement dans la clameur de la terre, puisque ce sont des personnes qui défendent vraiment le droit à l'alimentation. Un des premiers axes d'action qui a été démontré ce matin, d'agir sur l'alimentation. C'est important de le faire aussi reconnaître aux jeunes. Et voilà, une multitude d'actions. Voilà, merci bien. Eh bien voilà, Elena, donc le temps s'écoule, donc on arrive au bout de notre intervention, parce que j'imagine que M. Salderslack, à un moment donné, va arriver en me disant « Dolores, il est presque temps ». Donc voilà, Elena, voilà, Laudato Si, qu'on ne veut pas laisser sur l'étagère, tu te souviens, en haut à gauche, et donc, voilà, Laudato Si, dans cette réponse, du coup, aux objectifs, comment mettre Laudato Si vraiment en œuvre, là où on est. Est-ce que tu as des trous à boucher dans ce que nous avons dit? Est-ce que tu as des portes à nous ouvrir?